Kuchabata Records, pour ce qui est du nom, je me suis inspiré d'une histoire qu'on m'a racontée sur une sorcière dans un village d'Amérique centrale ou Amérique du Sud qui aurait empoisonné des petits gâteaux puis qu'elle aurait donné ça à des enfants. Empoisonné avec des substances hallucinogènes. Puis supposément que les petits gâteaux s'appelaient des Kuchabata. Mais j'ai jamais rien retrouvé par rapport à ça. Puis j'ai l'impression que la personne qui m'a raconté cette histoire-là il y a longtemps, c'est un peu mélangé peut-être avec l'histoire du monstre Chupacabra, qui est une légende mexicaine. Kuchabata, c'est aussi le nom d'un de mes chats à l'époque et c'est ce qui explique aussi le dessin du chat dans le logo. Check. Je suis prête. Kuchabata Records, 20 ans d'existence. Quel regard tu portes sur justement 20 années de gestion de label et d'investissement auprès de plein d'artistes? Il semble être trop tard pour rebrousser chemin. Non, mais je veux dire, je dis ça comme ça parce que, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, quand ça fait 20 ans, il y a des fois où on est un petit peu tanné, un peu blasé. Je veux pas avoir l'air du gars qui est vraiment tanné, mais c'est sûr que quand on regarde tout ce qui a été accompli, ça nous rend... Je dis nous, là, comme s'il y avait comme une équipe, là, mais ça me rend fier là, d'avoir fait ça. Puis ça donne le goût de vraiment avancer puis de continuer. Est-ce que l'idée du label, tu l'avais déjà quand tu travaillais dans un magasin de disques à Valleyfield ou c'est quand tu as décidé de venir à Montréal que tu t'es dit en fait j'ai envie de m'autoproduire Non, en fait le label est arrivé quand même plus tôt. Je te dirais que je pense que c'est en 1996. J'habitais encore chez mes parents. On habitait en campagne. On avait une grange collé sur la maison. C'est à l'époque où j'ai commencé à jouer de la batterie. Mon frère, en fait, c'est ça. Moi, j'ai commencé à la batterie. Mon frère jouait de la guitare électrique. Fait que là, on a commencé à avoir des petits bands au secondaire. Puis c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire des chansons. Puis on a sorti une première cassette. Mais là, évidemment, j'avais peut-être pas encore l'idée d'avoir une étiquette de disque. Je veux dire, la communauté... Il y avait pas tant... S'il y en avait une, je la connaissais pas là, à Valleyfield. Quelques années plus tard, c'est en effet pendant que j'étais au magasin de disques puis que je commençais à connaître un peu plus les musiciens et musiciennes de Valleyfield, de cette région-là. Premièrement, je voulais sortir des trucs moi-même. Puis on s'entend, début des années 2000, l'Internet, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Fait que contacter même des indie labels américains, ça semblait être comme une montagne. Là, donc, je me suis dit, je vais sortir les choses moi-même. Puis j'ai quand même eu comme des exemples autour de moi. Là, admettons, je sais pas si tu connais Rick White de Eric Strip qui avait son propre label. This was our first demo, our 10-song tape that we put out. À une époque aujourd'hui où ça a l'air plus facile justement de faire de la musique et de la promotionner, est-ce que tu penses que c'est plus facile aujourd'hui de contacter ces labels-là? Probablement. Ouais. Mais en même temps, l'intérêt est moins là. Ce qui m'intéresse dans mon étiquette, dans Kuchabata Records, puis dans d'autres étiquettes dans le même genre, c'est vraiment le vrai côté DIY, le vrai côté où on n'est pas toujours en train de se poser la question, est-ce que ça va vendre? C'est pas ça l'important. Exact. L'important, c'est de diffuser et d'archiver la culture, la musique. Parce que oui, c'est un peu le patrimoine culturel d'ici, là, aussi. C'est ton cœur qui semble s'embraser. Et peu à peu il devient cendre inerte. Dans tout cet attrait pour la grosse nébuleuse rock que tu as, il y a quand même une grande curiosité et je pense une grande passion pour la musique brésilienne. Ouais. Mon père écoutait de la bossa nova puis de la samba. Il y avait des disques, surtout du João Gilberto. Puis avec sa façon de chanter très
très douce avec sa voix basse, puis avec t'entends tous les bruits dans sa bouche là, parce que c'est très close miking. Moi, ça me fascinait en tant qu'enfant d'écouter ça, ça me calmait, j'adorais ça. Puis un peu plus tard, ben, tu sais, avec le courant Tropicalia, Tropicalismo, je veux dire, n'importe qui aime le rock psychédélique ne peut pas passer à côté de ça. N'importe qui s'intéresse à la musique en général ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est fait là-bas. Puis bon, je pourrais pas ne pas mentionner le fait que ma femme est brésilienne. Ouais. En allant là-bas, j'ai découvert beaucoup de choses, puis j'ai pu creuser un peu plus. Tu as pu te jammer et faire de la musique aussi avec des gens. Ben oui, absolument. Même que justement, il y a un groupe du Brésil qui ont sorti 2 EP sur Cuchabata Records. Okay. Si vous allez écouter leur musique, vous pourriez ne pas vous rendre compte qu'ils sont brésiliens. Là, non, mais parce qu'ils sont dans une expérimentation de leur propre culture. Non, c'est ça. J'aimerais qu'on rentre vite fait dans le genre d'archives que tu peux avoir. Et est-ce que tu as un projet pour les présenter Moi, je suis plutôt du genre à ne pas garder les choses cachées. Je veux dire, archiver, oui. Tout ce qui est sur Bandcamp, en quelque sorte, c'est archivé. Je veux dire, c'est des archives pour la diffusion. C'est là jusqu'à temps que Bandcamp ferme leurs portes. Puis que je dois uploader ça sur d'autres choses. Parce qu'avant Bandcamp, il y avait MySpace. Mais non, en fait, je te dirais que j'ai pas beaucoup d'archives parce que justement, en général, tout ce qu'on enregistre, on le sort. C'est sûr que dans des cas de sessions d'enregistrement de groupes improvisés, là, ben c'est sûr qu'il y a plein de stock qui n'est pas sorti. Mais je te dirais qu'en général, si j'ai quelque chose qui a de la valeur, j'attendrai pas. Je vais essayer de le sortir assez rapidement. Ouais. Donc, c'est des archives, mais elles sont vivantes. Elles sont pas cachées ou dans un sous-sol poussiéreux. OK. Qu'est-ce que c'est que ce vinyle-là? Ça va être un peu peut-être décevant pour nos auditeurs, mais la première idée qui m'est venue, vraiment l'idée de départ, c'était comment est-ce que je peux sortir un vinyle sans avoir à payer tout ça de ma poche. C'est un peu plate à entendre, l'idée d'argent là-dedans, mais c'est quand même une réalité quand tu veux sortir un vinyle. Ouais. On va se le dire. Je ne vais pas chercher de subvention, je ne suis pas une étiquette comme ça. Ça, c'est l'idée de donner 44 secondes à tout le monde, peu importe le genre de musique, qui ont déjà sorti quelque chose sur Cuchabata Records, qui ont déjà été dans un groupe avec moi ou que je connais de près ou de loin. Puis c'était de trouver comme 59, parce que moi j'allais participer aussi, là, 59 autres artistes, si possible, autant des femmes que des hommes. Quand tu écoutes l'album, tu peux difficilement aller chercher une chanson, premièrement parce que c'est un vinyle. Le vinyle est transparent en plus, puis il est fait que tu vois pas. Tu peux pas choisir une chanson. Donc, tu es obligé d'écouter un côté au complet. Puis là, ben, tu écoutes 30 pièces. Puis des fois, tu sais pas où une pièce commence, une autre pièce finit, parce qu'il n'y a pas nécessairement de transition entre chaque. Ce qui fait que c'est vraiment une écoute homogène. Et l'aspect de... Oui, c'est une compilation avec 60 artistes, mais en même temps, c'est un tout. Là, en tout cas, moi, je suis super content. J'aimerais qu'on parle du Cuchfest. Donc là, ça revient en 2022, la formule sur 2 jours. Mais en fait, oui, c'est un festival. Maintenant, bon, est-ce que c'est festif? Si on va se le dire, c'est festif. C'est une façon de festoyer à la fin de l'année tout ce qui est sorti, tout ce qui a été réalisé sur l'étiquette pendant l'année. C'est un peu comme un party de staff de Noël à la fin de l'année avec tous les groupes. Puis, en même temps, c'est un showcase. C'est une manière de faire briller, en fait, de montrer aux gens qui s'intéressent au label, là, tu vas voir à peu près tous les artistes, les bands qui sont là, qui sont actifs et qui font des petits sets de 20 minutes. C'est parce que c'est ça, c'est vraiment comme un showcase. Je te dirais qu'il y a des années où je mélangeais tout. Donc, dans une même soirée, tu peux avoir du rock, du folk, de la musique improvisée, du noise. Là, cette année, j'ai décidé de vraiment diviser les 2 soirées en une soirée plus chanson, rock, folk,
punk metal. Plus Une- band. Ouais, Ouais. band. Puis une soirée vraiment plus projet de musique expérimentale, Ouais. improvisée, etc. Puis, ben, en tout cas, la soirée qui est plus chanson, si on veut, ça se fait le nombre 110 au studio Ouais. Drouin. Puis je trouve que ça fit plus avec cette salle-là, cette scène-là. Tandis que Casa del Popolo, c'est un peu plus musique expérimentale. Donc, l'autre soirée se passe là-bas avec ces groupes-là. Donc, c'est sûr que toutes ces choses-là font en sorte que c'est très à la bonne franquette, comme on dit. Hein? Bien sûr. Ciabatta Records, ça a toujours été pour le plaisir en premier.